personne physique ou morale. Nous avons tenu à donner lecture de ces dispositions parce que tout ce qui est dit aujourd'hui, c'est comme si on veut nous ramener au Moyen-Âge. On veut que la justice disparaisse dans ce pays. Pour répondre plus précisément à votre question, retenez, madame, que le juge électoral en Côte d'Ivoire, surtout en matière de l'élection du président de la République, c'est le Conseil constitutionnel. Nous avons donné lecture de cette disposition de l'article 94. Le président de ce Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. Nous l'avons également lu. Alors à ce niveau, M. Page, je vais vous interrompre, vous permettez. Alors, il revient que le président du Conseil constitutionnel est un ami du président de la République. Alors à ce niveau-là, moi je voudrais vous poser cette question. Y a-t-il, en matière de Conseil constitutionnel, de sa formation, de sa composition, de la nomination du président, y a-t-il une spécificité ivoirienne? Non, nous en tenons aux dispositions de notre Constitution. Ces dispositions sont claires, elles sont sans équivoque. Le président de la République est chargé de nommer le président du Conseil constitutionnel. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire qui nomme le président du Conseil constitutionnel et non pas une autre autorité. Et en la matière, comme dans la nomination des hauts fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Il n'a pas d'avis à recevoir de qui que ce soit. Il le fait de façon tout à fait discrétionnaire en fonction des critères qu'il s'est donné lui-même. Quel que soit le président de la République de Côte d'Ivoire, il en sera ainsi. En tout cas, jusqu'à ce que les dispositions constitutionnelles actuelles disparaissent. On dispose autrement. Alors, on sait qu'ailleurs, notamment en France, aux États-Unis, ça se passe comme ça. Mais d'où vient-il que pour la Côte d'Ivoire, tout le monde crie haro? Oui, mais il faut, madame, repartir à Marcoussis. Nous avons essayé de réfléchir sur cette question. Vous savez, en janvier 2003, quelques mois après le déclenchement de la crise dans laquelle nous sommes englués depuis 8 ans, quelques mois après le déclenchement de cette crise, à Marcoussis, à la table ronde de Marcoussis, on avait voulu déjà mettre de côté la constitution ivoirienne. Ces gens n'ont pas changé. Les méthodes n'ont pas changé. Il semblerait que à la table de Marcoussis, nous n'y étions pas. Mais cette tentative a échoué, heureusement. Et je crois de côté la constitution de la Côte d'Ivoire et vouloir en même temps que cet État existe, puisque c'est la constitution qui donne l'existence à l'État. Donc c'est une tentative vaine. Je crois que la sagesse va habiter les uns et les autres, tant au plan national qu'au plan international, pour reconnaître, pour dire que si nous voulons rejeter ou mettre sous veilleuse, sous le boisseau la constitution ivoirienne, nous nous attaquons directement à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui est inacceptable, aussi bien dans la charte des Nations Unies que dans toute l'histoire de l'humanité, en tout cas moderne. La constitution d'un pays ne peut pas être écartée. D'accord. Monsieur Kba, nous allons revenir à vous tout à l'heure pour parler justement des pouvoirs conférés au Conseil constitutionnel, mais on va parler avant avec le docteur Essila Mamadou, qui est donc le représentant CEI France. Alors, est-ce qu'avec vous, rapidement, on peut savoir quel est le cahier de charge, rapidement, le cahier de charge de la CEI? Bon, le cahier de charge de la CEI, peut-être c'est trop dit. Logiquement, le code électoral autorise la CEI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante, l'article 15 et 16, autorise la CEI d'organiser les élections et aussi de distribuer les cartes d'électeurs et aussi de proclamer les résultats provisoires, non pas les résultats définitifs. Très bien. Alors, je note que dans l'explication qu'on a donnée, dans la réponse, vous n'avez pas parlé du délai qui était imparti
à la CEI pour proclamer les résultats? Le délai, c'est que 3 jours, pas plus. C'est un délai... Non, ce n'est même pas extensible. Peut-être si vous voulez c'est me donc poser... impératif. Impératif, 3 jours. Et Très après bien. 3 jours, nous sommes fort clos. Très bien. Nous aurons l'occasion donc de parler de cette forclusion tout à l'heure. Le temps pour nous avec M. Pas de voir justement, on a vu ce que la CEI était chargée de faire et le Conseil constitutionnel, quels sont ses pouvoirs qui le mettent au-dessus de la CEI. Nous l'avons lu tout à l'heure dans l'article 94 de la Constitution, il est dit clairement que le Conseil constitutionnel statue, en deuxième point, sur les contestations relatives à l'élection du président de la République et des députés. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas M. Gbagbo qui l'a écrit, ce n'est pas M. Alassane qui l'a écrit, c'est la Constitution de Côte d'Ivoire votée, je vous le rappelle, en juillet 2000, par voie référendaire. C'est cette Constitution qui dit que le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel statue sur les contestations relatives à l'élection du président de la République et des députés. Voici les pouvoirs qui sont reconnus par la Constitution ivoirienne au Conseil constitutionnel, notamment en matière d'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qui a permis au professeur Paul Yaoundé d'annoncer à la forclusion, au constat de la forclusion de la CEI, que le dossier désormais était entre ses mains pour proclamer les résultats? Y a-t-il eu saisine ou c'est la CEI qui a transmis? À notre connaissance, ce qui est prévu par le code électoral, c'est que en même temps que les dossiers, je veux dire les procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel, je veux dire à la Commission centrale, ces dossiers-là sont également transmis au Conseil constitutionnel, aux représentants du facilitateur, aux représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, mais pour la forme, lorsque la CEI finit de proclamer les résultats provisoires, elle a l'obligation de transmettre, je veux dire, pour respecter les formes, de transmettre ces travaux, les résultats obtenus à son niveau, ainsi que les documents justificatifs, notamment les procès-verbaux des bureaux de vote. D'accord. Alors, pour finir avec cette partie d'explication du rôle du Conseil constitutionnel, parlons de l'article 98 de notre Constitution, qui rend donc les décisions rendues par le Conseil constitutionnel inattaquables et s'imposant à tous et à tout. Alors, comment fait-on dans ce débat médiatico-politique, comment fait-on pour ne pas vouloir lire au moins les dispositions de notre Constitution et faire comme si le Conseil constitutionnel était une banale association de personnes? Oui, c'est ce que nous avons tenu à rappeler tout à l'heure. L'histoire remonte à 2003. C'est la négation de la Constitution ivoirienne. C'est une tentative de négation de la Constitution ivoirienne. Les gens font tout pour faire croire que c'est le chef de l'État en fonction qui a agi par le canal d'un ami. Parce que s'ils s'en réfèrent à la Constitution, on va leur dire, mais c'est la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Nous, ONU, nous, UA, nous, CEDEAO, nous ne pouvons rien contre la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire, sauf à dénier à l'État de Côte d'Ivoire sa souveraineté. Ce qu'aucune organisation internationale ne peut s'autoriser à faire. Donc, c'est tout simple. Les gens tentent de mettre sous le boisseau la Constitution ivoirienne, ce qui ne peut prospérer. En tout cas, malgré les armes, malgré les menaces internationales, nous pensons que les gens, ils ne peuvent pas franchir le Rubicon. Docteur Sylla Mamadou, en France,
hein, vous êtes le représentant CEI là-bas. On a vu qu'il y a eu beaucoup de troubles, beaucoup de violences. Alors on va y aller pas à pas. Vous êtes là, on va en profiter pour savoir tout ce qui s'est passé vraiment. On a vu les reportages, c'est vrai, mais vous êtes là, on va en profiter. Alors au niveau de la préparation, est-ce que quelque chose n'a pas foiré pour qu'on se retrouve dans ce grand griffe désordre là-bas? Déjà, c'est pas étonnant parce que nous, on avait déjà prévenu. Hein. On avait dit déjà les représentants, tout ce qui est représentation CEI à l'extérieur, c'est d'abord, nous ne sommes pas des membres permanents de la CEI, on est des élus, c'est une opération citoyenne. Et c'est pour vous dire, depuis l'identification et le recensement, même le contentieux, j'ai même pris, concernant la France, sur mes propres deniers, parce que c'était une opération citoyenne. Bon, vous savez, moi, c'est pas étonnant aujourd'hui, tout ce qui s'est passé en France, c'est que nous avons un commissaire qui est élu comme nous sommes des commissaires, Bamba Yacouba. Avant, c'était Dogo Alain, aujourd'hui ministre de la Défense, qui était le superviseur de la France. Et Bamba Yacouba, son adjoint, est devenu le superviseur de la France. C'est pas un concours ni un examen, c'était juste une nomination. Bamba Yacouba, il faisait un travail pour son mentor. Au lieu de se divertir de son entité RDR ou Force Nouvelle, il faisait un travail pour Alassane Ouattara. C'est pour vous dire, depuis l'identification et l'enrôlement, Bamba Yacouba a fait enrôler des Ivoiriens, je ne sais pas si c'est des Ivoiriens, mais des pétitionnaires qui n'avaient pas d'extrait de naissance en France. Sur les 16 024 pétitionnaires qu'on avait enregistrés avant le contentieux, les cas de litige. Donc c'est pour vous dire, d'abord, la CEI France n'a pas de moyens, n'avait pas de moyens, même jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de moyens. Et l'identification et l'enrôlement, la chancellerie nous a octroyé, on nous a donné l'ambassade et l'annexe de l'ambassade, le suchet, pour pouvoir faire enrôler les Ivoiriens de France. C'est-à-dire au lieu de 120 000 Ivoiriens, nous nous sommes retrouvés à 16 024 enrôlés. Et Bamba Yacouba faisait croire qu'il n'était pas venu pour faire enrôler toute la diaspora, c'est-à-dire tous les Ivoiriens de France, mais qu'il était venu juste pour enrôler 6 000 Ivoiriens en France. Bon, ceux qui ne comprennent pas son cheminement, il était dans sa logique. Il a continué cette logique. Et après l'identification et l'enrôlement, nous tombons dans les cas de litige, c'est-à-dire le contentieux. Ceux qui n'étaient pas sur la liste dite blanche et qui avaient des cas de litige, c'est-à-dire des doublons biométriques ou des doublons pièces ou des cas simples C3, où on exigeait de la personne qui est dans un cas C3 de présenter son certificat de nationalité ou un document, un extrait de naissance d'un de ses ascendants, soit le père ou de la mère. Je crois que jusqu'ici, il n'y a eu aucun problème parce qu'on maîtrisait la situation. Maintenant, nous arrivons à la distribution des cartes nationales d'identité et des cartes d'électeurs. C'est là qu'il aura un véritable problème en France, parce que sur les 16 024, il faut d'abord, il y a 3 000 pétitionnaires qui ont été rejetés. Il restait 13 000 et quelques. Donc ces 13 000 et quelques, il faut leur distribuer leur CNI et leurs cartes d'électeurs. ONI n'existant pas à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Les fonctionnaires de l'État, ceux qui sont à l'ambassade, sont réquisitionnés par l'ambassadeur et mettre à la disposition de la CEI que nous sommes. Et nous, maintenant, nous faisons des propositions parmi ces fonctionnaires-là, s'ils n'ont pas de coloration politique, bien sûr. Donc, ces fonctionnaires vont représenter l'ONI juste pour la distribution des cartes nationales d'identité. Ils ne touchent pas les cartes d'électeurs. Ça, c'est la compétence de la CEI que nous sommes, c'est-à-dire mes commissaires et moi. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons alerté les autorités depuis plus d'1 an. Que ce soit la présidence, que ce soit la CEI centrale, que ce soit la primature, avec des écrits pour leur dire qu'on n'avait pas de budget de fonctionnement jusqu'aux élections. Déjà pour la distribution des cartes, l'ambassadeur a trouvé que
nos concitoyens étaient un peu agités, qui n'allaient pas nous octroyer la chancellerie, c'est-à-dire l'ambassade pour la distribution des cartes. Donc il fallait délocaliser. Il a été gentil, il a pris des locaux pour qu'on puisse délocaliser. D'où la distribution commence le 21 octobre. Le 21 octobre, il y a des commissaires en complicité parce qu'au lieu de se divertir, comme je vous l'ai dit, de leur entité politique, plus précisément les gens du RD et des forces nouvelles, qui prenaient les cartes, des gens qui volaient des cartes, nous avons des preuves, et tout à l'heure dans le débat, je vous expliquerai pourquoi. Qui ont volé des cartes et les vigiles qui étaient là m'ont alerté, ils disent président, il y a des commissaires RDA et forces nouvelles qui sont en train de s'emparer des cartes des pétitionnaires. J'ai dit oui, c'est la pagaille, mais on va essayer de contrôler. Et effectivement, on a continué la distribution. Et le 22 octobre, nous avons suspendu parce que on pouvait pas, tout le monde ne pouvait pas contenir au boulevard Suchet parce que la chancellerie étant fermée. Donc, il y avait la pagaille, la bagarre. On a suspendu, on a essayé d'adopter un stratagème pour voir comment on allait alléger cette distribution. Donc ça a été délocalisé au boulevard Ney, à la porte de la Chapelle. On distribuait, il y a des cartes qui disparaissaient, il y a des cartes qui disparaissaient. Et sur une semaine, nous avons distribué au moins 60% des cartes, c'est-à-dire d'une façon couplée et concomitante. La carte nationale d'identité et la carte d'électeur. Et nous entrons après c'est-à-dire une semaine, on rentre immédiatement dans l'élection proprement dite, c'est-à-dire le 31 octobre. C'est-à-dire la distribution des cartes fatiguées, nous rentrons dans l'élection du premier tour. Au premier tour, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord, on met toujours à notre disposition les fonctionnaires de l'État, parce qu'il y a 28 bureaux de vote à Paris et 8 bureaux de vote en province. D'où sur les 28 bureaux de vote à Paris, il vous faut un président de bureau de vote dans chaque bureau de vote et des assesseurs. Tout ça, ce sont des fonctionnaires de l'État. On n'est même pas encore représentant des candidats. Alors qu'il y avait 14 candidats. Bon, ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est le problème des candidats à gérer leurs représentants. Donc nous, à la CI, ce qui nous intéressait d'abord, c'était les présidents des bureaux de vote et les assesseurs. Effectivement, par manque, par une insuffisance en nombre de fonctionnaires, il fallait prendre des Ivoiriens qui n'avaient pas de coloration politique, c'est-à-dire des gens neutres, si on peut le dire. Et nous avons fait Vous en avez trouvé? Oui, bon, il y a des présidents d'associations, on en a trouvé. D'accord. Alors maintenant que vous parlez de bureau de vote, justement, je vais introduire ce que vous allez dire. Il y a eu, nous, ici, ce qu'on a eu dans les reportages, on a vu que le jour du vote, les gens ont cherché les bureaux de vote qui n'étaient pas côte à côte, qui étaient quand même séparés de des centaines de kilomètres parfois. Ils ont cherché les bureaux, ils ne les ont pas trouvés. Quand ils les trouvaient, ils étaient fermés. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Aucun bureau de vote en France n'était à 100 km, voire même à 30 ou 20 km de Paris. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, ils ont dit qu'ils se sont promenés, Comme jusqu'à présent, il y a un léchage médiatique, c'est ce qu'ils ont dit. Ils disent tout et son contraire. C'est vrai, depuis 1995, on vote en France. C'est nous-mêmes, nous nous sommes battus pour qu'ils puissent avoir l'élection en France. Je fais partie de ces personnes-là. Nous nous sommes battus. Effectivement, on votait jusqu'à présent à la chancellerie et à l'annexe de l'ambassade au boulevard Suchet. Il n'y avait aucun problème. Sauf en province, les consuls nous octroyaient leurs locaux et nos concitoyens et concitoyennes votaient dans ces endroits-là. Mais à Paris, avec le nombre important, et nous n'avons pas eu de budget. Ils ont nos écrits à la CI centrale. Ils ont nos écrits à la présidence, ils ont nos écrits à la primature. Nos soi-disant superviseurs, Bamba Yakuba, il a été alerté à plusieurs reprises. Et il disait même que non seulement la France fait quand même 40% de l'électorat de l'extérieur, sur les 33 000 à l'extérieur, c'est-à-dire l'Afrique, États-Unis. Nous sommes les plus nombreux. Et il disait que cet électorat représentait moins de 1%. D'où ils ne peuvent pas donner un budget à la France et laisser les États-Unis où
quand on voit les électeurs, il n'y avait que 3 000, alors qu'en France, après les cas de litige, nous nous retrouvons à 13 000 et 11 056 électeurs à Paris, sans compter la province. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? L'ambassadeur, qui est quand même, parce que la CI est dans la représentation diplomatique, et l'ambassadeur Pierre Kipré a écrit aux différentes mairies pour qu'on puisse nous octroyer des locaux gratuitement, parce que nous n'avons pas les moyens, juste pour le jour du vote. Il a eu Melun qui était un peu plus loin, c'est pas 100 km de Paris. Il y avait Juvisy. Juvisy, c'est pas 100 km de Paris. Il y avait Anières. Anières n'est pas à 100 km, c'est dans le 92. Vous avez Nanterre qui est dans le 92. Vous avez, comment on appelle, Boulevard Suchet où il y a eu 3 bureaux de vote qui est dans le 16e arrondissement. Et vous avez Créteil qui n'est pas à 50 ni 30 km de Paris. Vous voyez qu'ils disent tout et son contraire, madame. Donc, on nous a octroyé ces locaux pour que les Ivoiriens puissent voter. Malheureusement pour nous, le 31 octobre, ça c'est le premier tour, nous organisons correctement. Les présidents du bureau de vote sont connus, les différents assesseurs sont connus, on part au vote. On part au vote et la loi le dit. Le jour du vote, ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte nationale d'identité et leur carte d'électeur, ces cartes doivent être disponibles dans les bureaux de vote. Et c'est ce que nous avons fait. On a mis ça dans les différents bureaux de vote. Malheureusement pour nous, à Nanterre, le président du bureau de vote, c'était le conseiller Fouabi de l'ambassade, un diplomate ivoirien. Il s'est fait tabasser alors qu'il avait la réquisition. On lui a remis une réquisition, c'est-à-dire, en cas de problème, il y a une sécurité extérieure, c'est-à-dire la police française qui est à l'extérieur. Le président du bureau de vote sort et il remet la réquisition à la police pour que la police vienne intervenir dans la salle. Parce que même si on nous a octroyé des locaux gratuitement, le jour du vote, c'est fait comme si nous étions toujours souverains et nous étions toujours en Côte d'Ivoire. La police, une personne étrangère, c'est-à-dire si vous n'êtes pas ivoirien ou ivoirien, vous ne pouvez pas avoir accès à ces locaux-là. Donc, c'est ce qui a été fait. Malheureusement pour le président du bureau de vote, M. Fouabi, le conseiller Fouabi, quand il a remis les gens du RDR, je le dis parce qu'eux ils ne se cachent pas, vous pouvez demander à vos collègues de 3A Télé Sud qui ont filmé Eli Smith et autres, ils sont fiers de dire qu'ils se sont emparés des cartes d'identité des Ivoiriens et des cartes d'électeurs devant la police, les éléments de la police. C'est ce qui est intéressant. Devant les éléments de la police à Nanterre. Et même M. Daguet s'est fait blesser par un coup de couteau. Et M. Fouabi, heureusement, qui n'a pas été tué. Donc, ils ont cassé les urnes dans ce bureau de vote à Nanterre. Et à Saint-Denis, ils sont allés casser les bureaux de vote à Saint-Denis. Ils se sont emparés aussi des cartes nationales d'identité, des cartes d'électeurs des Ivoiriens. Et aussi, à Sevran, ils ont cassé les bureaux de vote. Et puis, le dernier, parce que c'était dans 4 endroits qui faisaient 8 bureaux de vote, il y avait Nanterre, Saint-Denis, Aubervilliers, bien sûr. Ils ont cassé. Donc, sur les 28 bureaux de vote à Paris, nous avons pu sauver 20 bureaux de vote et 8 bureaux de vote ont été saccagés. Et les gens ont été blessés. Mais la province, il n'y a pas eu de problème au premier tour, les 8 bureaux de vote. Donc, c'est pour vous dire que dans ces 28 bureaux de vote, et les 20 bureaux de vote, il y a eu dans 8 bureaux de vote, il y a eu incident dans ces 8 bureaux de vote, et les autres 20 bureaux de vote ont été sauvés. Dans les 20 autres bureaux de vote, le président Laurent Gbagbo a perdu dans 2 bureaux de vote. Le bureau numéro 2 à Juvisy et le bureau numéro 1 à Créteil, et les 18 bureaux de vote, il a battu le docteur Alassane Dramane Ouattara, le président Gbagbo, a gagné à 58,42% à Paris. Et en province, il a gagné à 55%. Il n'y a que les 2 bureaux de vote de Lille. Le premier bureau de vote, le bureau de vote de Lille 1, le président Gbagbo a gagné à 56%. Et le bureau de vote numéro 2 à Lille, il a perdu à 49%, 82. Et à Toulouse, il a gagné, il a battu Alassane Dramane Ouattara
à 58%. Le binôme Strasbourg-Nancy, plus précisément à Nancy, parce que nous avons notre consulat à Nancy. À Nancy, il a gagné à 60,65%. Et à Bordeaux, le président Gbagbo Laurent a battu le Dr Alassane Ouattara à Bordeaux à 54%, plus à Marseille, au premier tour, il a fait 70% à Marseille. Voilà, c'est ça les réalités au premier tour. Maintenant, et donc les irrégularités, les incidents dans 8 bureaux de vote, oui. On annule tout le scrutin en France. Oui, parce que ça peut étonner le peuple de Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai, c'est pas le nombre au niveau de la France est symbolique. C'était prémédité par Bamba Yacouba. Mais moi, j'ai été accosté en tant que président de la CEI, je suis d'obédience PDCiste. Tout à l'heure, le substitut du procureur le disait. Il disait que notre constitution, il faut vraiment respecter notre constitution. C'est vrai, c'est comme la Bible pour les chrétiens est très très importante, comme le Coran chez les musulmans et la Torah chez les juifs. Voilà, donc je pense que effectivement, moi ça ne m'étonne pas parce que j'ai vu les choses venir et j'ai alerté. J'ai eu quand même une formation au sein du PDCI par le PDCI de Bédi. Aujourd'hui il s'agit, il est confiné peut-être au Golfe Hotel pour ne pas me regarder dans les yeux pour dire de soutenir Alassane Dramane Ouattara. Depuis 1996, nous menons ce combat. Le président Gbagbo n'était pas au pouvoir. Mes amis et moi, que nous appelons des frères d'armes, les Nyamé Yao, les Kakabé, tout ça, quand nous nous asseyons, nous savons ce que nous avons fait. Donc c'est pour vous dire que le problème de la France, les gens voulaient qu'Alassane Dramane Ouattara puisse gagner en France. Ils n'ont pas pu, par les magouilles, par les intimidations. Ils sont même allés saccager, blesser les gens à coups de couteau. Malheureusement pour eux, je me suis dit, vous pouvez casser, parce que j'ai une responsabilité en tant que président de la CEI, vous pouvez casser si je ne suis pas là. Mais si je suis présent, vous ne casserez pas. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai sauvé 20 bureaux de vote sur 28 bureaux de vote. Et là, j'ai acheminé les résultats à la CEI centrale, à notre superviseur qui était toujours dans sa logique, le porte-parole Bamba Yacouba, et au secrétariat particulier de Youssou Bakayoko, le président de la CEI centrale. Jusqu'ici, notre résultat n'est pas sorti. Et Bamba Yacouba, quand votre collègue Thomas Bayenchi à la télé, parce qu'on suivait en direct, disait, mais et les résultats de la France, vous voyez, c'est les plus nombreux à l'extérieur. Il faisait croire aux Ivoiriens que non, les résultats arrivent. Les résultats arrivent, alors qu'ils avaient tous les résultats. Le fait que le président Gbagbo ait gagné à Paris et en province, c'était gênant pour eux. C'est pourquoi Sarkozy est rentré en ligne de compte. Et moi, je dirais qu'il faut qu'il décolonise son esprit. Parce que nous savons. Et c'est pour vous dire, si vous voulez, j'enchaîne pour le deuxième tour. Oui, enchaînez. Voilà. Donc, pour le deuxième tour, et là, au moins, vous prenez des dispositions, ou alors oui, vous ne pouvez rien. Déjà, au premier tour, j'ai pris des dispositions. C'est pourquoi les 28 bureaux de vote, plus les 8 bureaux de vote en province, ne sont pas allés en fumée, à part 8 bureaux de vote. C'est dit quand même que, quelque part, j'ai pris des dispositions personnelles. J'ai pris des dispositions, et puis, bon, il y en a qui ont été touchés, ils disent que, bon, il y a eu des violences, c'est eux qui ont été violents, parce que le fait d'aller casser. Et puis ils étaient instrumentalisés, parce que il y avait 3 catégories de personnes dans pas dans ces bureaux de vote, mais devant ces bureaux de vote. Il y avait des gens qui étaient sur la liste électorale définitive, qui avaient leur carte d'électeur et leur carte d'identité, qui pouvaient voter, qui attendaient. Et il y en avait qui ne se sont même pas fait identifier et enrôler, et qui n'avaient rien à voir avec notre histoire ivoirienne, qui a été instrumentalisée pour venir casser. Nous les connaissons, ce sont les militants du RDR. Ils ne se cachent pas. Demandez à 3h Télé Sud, ils ont le film, Ellie Smith. Et la troisième catégorie, c'est des gens qui étaient dans des cas de litige, comme des doublons biométriques, des doublons pièces ou des cas simples C3 ou A3, A4, qui n'ont pas pu régulariser leur situation. Et ils voulaient forcément voter. Ça, je ne peux pas l'accepter. Pour vous dire, dans le bureau numéro 2 au boulevard Suchet, quand ça chauffait, l'ambassadeur Pierre Kipré me dit, docteur, tu es où? J'ai dit non, je suis en train de faire le tour des bureaux de vote, parce qu'en tant que
premier responsable de la CI en France, c'était quand même, il fallait que je fasse le tour. Je pars, Saint-Denis est parti en fumée, Aubervilliers est parti en fumée, et Nanterre est parti en fumée. Je veux aller à Sevran. Le général Ouest, l'attaché militaire, me dit non, docteur n'arrive pas ici. Si tu arrives là, tes frères du là vont te tuer. J'ai dit non, j'arrive. Effectivement, on allait mettre de l'ordre. C'est 3 heures, 4 heures après, quand mes gars et moi nous sommes partis des lieux, que après nous, parce que l'ambassadeur voulait que j'aille mettre de l'ordre au boulevard Suchet, c'est notre maison mère, l'annexe de la chancellerie. Il y avait 3 bureaux de vote là-bas. Et effectivement, j'ai dit à son excellence, j'arrivais avec mon équipe, nous sommes arrivés, et Suchet n'est pas parti en fumée, mais dans le bureau numéro 2, il y a un incident qui s'est passé devant moi, c'est que, et puis pour vous dire, tous ces 20 bureaux de vote, les représentants du RD ont signé, que ce soit les procès-verbaux, les feuilles de résultats, d'enregistrement de résultats ou les feuilles de pointage. Ils les ont bel et bien signés. Et comment ça peut être possible? Ils étaient présents, ils l'ont signé et le Conseil constitutionnel détient tous ces PV. La CI centrale, plus précisément le superviseur Bamba Yakuba, qui manigassait, détient tous ces procès-verbaux, et Youssou Bakayoko lui-même détient tous ces procès-verbaux. Et moi-même, je détiens tous ces procès-verbaux que j'ai ici. Donc c'est pour vous dire que c'était une manigance, c'était prémédité. Les gens, parce que le président Laurent Gbagbo a gagné en France, c'était pas bon pour eux. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous voyons. Nous voyons. Et maintenant, au deuxième tour, on arrive au deuxième tour le 28, parce qu'ils ont essayé de me convaincre. Ils ont vu que je persistais. Bon, alors, on va mettre pause, on revient. On va mettre pause, on revient au deuxième tour. Le temps pour nous avec M. Kwa. Vous êtes juge. Quand vous entendez le docteur Sylla relater ce qui s'est passé en France, ces irrégularités, ces violences, ça vous inspire quoi? Quand vous savez que quand on parle de fraude ici, dans le nord du pays, on a du mal à nous croire et on refuse que les résultats du vote là-bas soient invalidés. Ben, nous avons un problème en Côte d'Ivoire. Nous autres, nous sommes juges et nous avons décidé à notre humble niveau de mener un combat, celui de l'indépendance de la justice. Et surtout la lutte contre l'impunité. Ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est la conséquence directe de l'impunité en Côte d'Ivoire. Je veux vous rappeler, madame, que il y a de cela quelques mois, en fin 2009, le scandale des 490 000 électeurs fictifs éclate à la CEI dirigée par M. Mambé Begré. M. Begré Mambé nie les faits. En tout cas, pendant 6 mois, des gens se sont battus pour que M. Begré Mambé s'en aille. Il a persisté pour rester. Il a dit, je reste à mon poste avec le soutien de certaines autorités, en tout cas les membres du RHDP. Ce qui a contraint le chef de l'État à dissoudre et la CEI et le gouvernement le 12 février 2010 pour pouvoir remplacer M. Begré Mambé pour fraude présumée. Nous n'en avons pas les preuves. Mais ce qu'il aurait fallu faire en cette hypothèse, pour le juge que je suis, c'est qu'une information judiciaire soit ouverte immédiatement et M. Begré Mambé attrait devant les juridictions répressives pour faux. C'est ce qui vient de se passer en Guinée. Entre 2 tours de l'élection présidentielle en Guinée, je vous rappelle que les élections présidentielles en Guinée, le premier tour des élections, c'était le 27 juin. À l'issue de ce premier tour, M. Cellou Dalein Diallo est venu en tête avec plus de 44% des voix, des suffrages exprimés. Mais son opposant, son adversaire et les autres ont saisi les juridictions répressives pour faux. En même temps qu'ils ont contesté devant la Cour suprême le résultat, mais ils ont saisi le tribunal correctionnel de Conakry qui a reconnu le président de la commission électorale coupable des faits de faux et usage de faux. Parce qu'il y avait bourrage d'urnes, il y avait en tout cas tous les griefs que nous retrouvons ici en Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, tout président d'institution qu'il est, a été jugé à Conakry, condamné par le tribunal correctionnel. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? On dit M. Berger-Mambé s'est autorisé à ajouter 490 000 voix fictives, mais on règle tout politiquement en Côte d'Ivoire. La justice n'est pas saisie. Aucune enquête n'a été diligentée par les autorités judiciaires et à ce jour, à ma connaissance, aucune poursuite n'a été engagée contre M. Berger-Mambé. Donc en clair, il n'y a pas d'affaire Mambé. En tout cas, rien du tout. Le monsieur a juste été limogé, du moins à la suite de la dissolution de la CEI, il a perdu son poste et il est tranquille à Abidjan. Son successeur, M. Youssouf Bakayoko, vient, parce qu'en Côte d'Ivoire c'est l'impunité. Et on dit que cela c'est dans le but d'avoir la paix ou de maintenir la paix. Cette paix que nous n'avons jamais. Parce que tout se règle politiquement, on arrange toujours. Donc, et la conséquence, ce que nous voyons aujourd'hui, on est en train de gravir des échelons en matière de fraude en Côte d'Ivoire. Avec M. Berger-Mambé, on a parlé d'adjonction ou d'ajout de 490 000 électeurs fictifs, ce qui représente environ 10% de l'électorat ivoirien. Des faits aussi graves n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires et M. Youssouf Bakayoko vient et il proclame les résultats d'une élection présidentielle dans les conditions que tout le monde sait, c'est-à-dire dans un hôtel, au QG d'un candidat à ce deuxième tour, en l'absence des autres membres de la commission centrale et surtout en l'absence des représentants des candidats. Alors, votre réaction aussi, quand on voit ces fraudes en France, l'annulation de tout le scrutin, et puis la difficulté ou le refus de tout le monde entier de comprendre pourquoi le professeur Yao Paul Ndré, avec le Conseil constitutionnel, a invalidé les résultats là-bas, dans certains bureaux. Oui, moi... Deux poids, deux mesures. Oui, bon, si vous voulez, moi ça ne m'étonne pas. Quand on parle de l'amitié qui lie le président Laurent Gbagbo et le professeur Yao Ndré, c'est de la distraction pure et simple. Parce que quand le président Henri Konan Bédié était aux affaires, je crois que Némé Noël, son ami de tous les jours, était à ce poste-là. Chirac l'a fait aussi avec Debré jusqu'à présent. Debré au moins, je crois, 9 ans, même avec Sarkozy. Voilà, même ces fraudes existent en France. On a vu comment Sarkozy est parti avec un électorat captif d'1 200 000 voix contre Ségolène Royal. Seulement, elle ne voulait pas en faire un problème. C'est pour dire, le président du Conseil général de la Vendée, Devilliers, il était allé pour voter, il a vu que c'était bizarre ce vote, parce qu'il y avait des votes électroniques qu'on n'avait jamais vus en France, hormis les votes classiques que nous voyons. Et dans le 92, même en Vendée, il a dit que c'était bizarre. Sarkozy lui-même, il est parti avec un électorat captif d'1 200 000. Donc c'est pour vous dire que c'est pas étonnant. C'est pas étonnant pour vous dire que le fait que le président Laurent Gbagbo mette un homme compétent à ce poste-là, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire et ce n'est pas nouveau en France. C'est pour dire aussi ceux qui sont confinés à l'hôtel du Golfe, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Et même ces Français ne sont pas plus intelligents que nous. Parce que nous avons eu la chance de faire nos études en France. Comme ici, on a été des majors parmi ces Français-là qui nous respectent. C'est pour dire aussi ceux qui se proclament, qui sont confinés toujours au Golf Hotel, qui disent qu'ils sont bardés de diplômes. Bon, nous aussi, nous avons des PhD accrédités EQUIS. Nous sommes plus que ces gens-là. Oui, et on est aguerris politiquement et aussi intellectuellement, politiquement, et nous avons notre strict minimum. Donc il ne faudrait pas qu'ils viennent brûler le pays pour des problèmes électoralistes. Et d'après vous, ils font exprès pour ne pas accepter que cela puisse être possible ici en Côte d'Ivoire? Ils le savent, madame. Ils le savent. La France le sait.
C'est pourquoi moi, quand je passe à Africa, parce que depuis l'élection présidentielle, je ne suis plus astreint à une obligation de réserve, parce qu'à l'extérieur, il n'y aura plus les législatives ni les municipalités, d'où j'ai même mon habit de militant. C'est pour ça qu'on profite de vous. Quand je passe sur les antennes, je clarifie les choses. Très bien. Comme vous allez clarifier ce qui s'est passé au deuxième tour. Merci, madame. Donc, au deuxième tour, nous arrivons au deuxième tour. Au deuxième tour qui était le 28 novembre. Comme Bamba Yakuba, toujours le même, parce que M. Dogo Alain n'était plus superviseur depuis avant le premier tour même, quand il y a eu le problème Mambé. Effectivement, les 4 vice-présidents ont été changés au sein de la CI. M. Dogo Alain faisait partie, qui est l'actuel ministre de la Défense. Sinon, c'était le superviseur attitré de la France. Et au niveau de la CI, Bamba Yakuba n'était que son second. Maintenant, Bamba Yakuba prend les choses en main. Il continue dans sa même logique d'Alassaniste. Et au premier tour, il n'a pas pu me convaincre dans ses magouilles. Au deuxième tour, avant le 28, ils sont allés pour que je puisse tout faire pour magouiller et faire gagner leur candidat Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit non. S'il gagne, vous êtes allé, vous avez magouillé à l'identification, à l'enrôlement pour faire enrôler vos gens. Ça veut dire que vous avez des électeurs et des électrices. Pourquoi ne pas aller dans les urnes et gagner? Pourquoi vous voulez que je magouille ça? Je ne mange pas de ce pain. Aujourd'hui, je me dis, je suis, depuis plus de 8 ans, je suis un farouche défenseur de la légalité constitutionnelle et je défends les institutions républicaines. Donc c'est pour vous dire, madame, pour revenir à votre question, avant le 27, comme je n'ai pas pu tomber dans la bassesse, dans le caniveau de bas état, de petite politique de Bamba Yakuba, qu'est-ce qu'il fait? Le 28 novembre, c'était les élections, et le 27, il envoie un fax à l'ambassadeur Kipré pour dire que nous suspendons le président, pas à me démettre, il ne peut pas me démettre, je suis élu démocratiquement. Nous suspendons Monsieur le Président de la CIFRA, M. Sila Mamadou, de ses fonctions, qu'est-ce qu'il a dit? Suite à la décision de suspension de M. Sila Mamadou et en raison de l'indisponibilité de M. Yao Gérard, qui est mon binôme, c'est-à-dire M. Oni doit être l'intérimaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bamba Yakuba signe sans que Youssou Bakayoko, le président de la CI centrale, puisse signer, et même sans qu'il y ait une réunion de la CI centrale. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il me reproche. J'appelle le président de la CI, c'était le 27. J'appelle le président de la CI centrale, M. Youssou Bakayoko. Il dit non, Bamba Yakuba est venu me voir, me dit de te suspendre, mais moi je ne suspends rien du tout. Et il envoie cette décision qui n'est pas signée de Youssou Bakayoko, mais signée par Bamba Yakuba. Diancre. Bamba Yakuba n'est qu'un simple commissaire élu comme moi. Ce n'est pas parce qu'il a la CI centrale. Il est un simple commissaire. Le fait d'être porte-parole ne lui donne pas le droit de me suspendre. Et puis à quel titre il va me suspendre? Pour pouvoir suspendre une personne. Donc je n'ai pas voulu tomber dans ce piège. J'ai continué à régler le problème comme il se devait, bien sûr, madame. Et le 27, j'ai formé encore les fonctionnaires de l'État, ceux qui étaient les présidents du bureau de vote et les assesseurs. Vous comprendrez pourquoi il avait demandé ma suspension. Vous allez comprendre tout à l'heure. Juste 2 minutes. Et je forme de 11h à 19h. Et vers 20h30, on part dans la salle. L'ambassadeur nous dit, ah, les colis sont arrivés, c'est-à-dire les bulletins de vote, c'est-à-dire les 28 bureaux de vote à Paris, parce que les 28 bureaux de vote à Paris, il y a 2 cartons. Dans un carton, il y avait 2 cartons c'est-à-dire dans un carton 10 colis, l'autre carton 10 colis et le troisième carton 8 colis. Et à notre grande surprise, on se rend compte qu'il y a un carton de 10 colis qui ont disparu. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été livrés en France. Parce que, heureusement pour nous, c'est DHL qui a livré à l'ambassade et il y a un bordereau électronique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas magouiller. Ça ne veut pas dire que l'ambassadeur ou bien l'ambassade a réceptionné le colis et ça a disparu.
on mène nos enquêtes le même jour, parce que, quoi qu'on dise, la CEI France était devenue une famille, quels que soient les différents bords politiques, parce que quand les frères ont des problèmes, on s'entraide ou je les aide, qu'ils soient RDR ou pas. L'un des vice-présidents, Koné Tidiane, me dit, ah, président, j'ai appelé le directeur logistique à Abidjan, la CI centrale, qui est RDR, qui dit que le colis, le carton des 10 colis, c'est-à-dire les 10 colis font 4000 bulletins de vote, c'est-à-dire 400 électeurs dans un bureau de vote, c'est-à-dire 400 multiplié par 10. Ça vous fait à peu près du 4000. Donc 4000 bulletins de vote se retrouvent à Metz. Alors qu'à Metz, il n'y a pas eu d'identification ni d'enrôlement, il n'y a pas de bureau de vote à Metz. Il envoyait ça à quelle adresse? Et nous n'avons même pas de consul à Metz. Vous voyez le fond du problème? Ça, c'est le fait de Bamba Yacouba toujours. Et je pars, je regarde. Je regarde déjà depuis le premier tour, que ce soit à Asnières, Courbevoie et autres, je me rends compte que les 4000 bulletins qui sont allés à Metz, on ne sait nulle part, c'est des bulletins de vote, c'est des bureaux de vote qui étaient acquis à la cause du président Laurent Gbagbo, où le président Laurent Gbagbo avait gagné. Nous avons toutes les preuves. Donc c'était fait sciemment pour ne pas qu'il y ait vote. Bon, devant cette situation, l'ambassadeur nous appelle, il appelle le secrétaire permanent, M. Mirmont. Parce que, quoi qu'on dise, Bamba Yacouba, il est le secrétaire, SPA, secrétaire permanent adjoint, c'est l'adjoint, il n'est même pas un secrétaire permanent plein. C'est parce c'est lui qui, il a des tuyaux, comme on le dit dans notre jargon, pour introduire Youssouf Bakayoko à la primature auprès de Soroguium. Parce que Bamba Yacouba est au compte des forces nouvelles au sein de la CI. Donc tout ce que la CI centrale pouvait avoir comme besoin ou quoi, si le président de la CI centrale avait besoin d'avoir un rendez-vous quelconque avec Soroguium, tout de suite c'est Bamba Yacouba qui s'en chargeait. Sinon, comment vous pouvez comprendre, il n'est qu'un SPA, un secrétaire permanent adjoint qui devient porte-parole de la CI centrale. Qui devient porte-parole de la CI centrale, alors qu'il a la même voix délibérative comme nous tous. Nous n'avons pas une simple voix consultative, nous avons une voix délibérative. Je crois que c'était prémédité. Donc, maintenant, vous voyez, nos bulletins, nos 4000 bulletins se retrouvent à Metz, on ne sait même pas à quelle adresse. On n'a pas de consulat là-bas, rien du tout. Ils ont commencé à accuser l'ambassadeur, que c'est une magouille de l'ambassadeur, que le président de la CI, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, patati patata. Nous, on avait l'information, on n'a rien dit. La même nuit, l'ambassadeur Tipré rentre en contact avec Bamba Yacouba et la CI centrale, Youssouf Bakayoko. Ils étaient gênés. Ils disent, bon, Excellence, on vous appelle tout à l'heure. 20 minutes après, il appelle. Oui, on veut que, bon, on va vous envoyer dans votre boîte électronique un semblant de bulletin. Il faudrait que le président de la CI et ses vice-présidents puissent signer. Et avec ces 4000 bulletins, vous tirez, avec ces 4000 bulletins déjà fabriqués de la boîte électronique, nos concitoyens et concitoyens vont aller voter avec ça. J'étais chez l'ambassadeur avec tout mon bureau, même les gens du RDA qui sont commissaires chez lui, à 2h, 3h du matin, le 28, le jour du vote, hein, c'est-à-dire le 27, déjà on avait fini, à quelques heures. J'ai dit, ça n'ira pas. J'ai dit, si nos concitoyens apprennent, je les connais, apprennent que les 4000 bulletins ont disparu, et nous savons ceux qui ont fait ça, c'est depuis Abidjan, ça n'a rien à voir avec la France. Il dit, l'ambassadeur dit non, calmez-vous, il ne faudrait pas qu'on dise que oui, c'est ceux qui sont en France ne veulent pas voter. Déjà au premier tour, il y a eu des problèmes, laissons-les faire, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, d'accord, qu'à cela n'y tient. Je dis, bon, ce n'est pas un problème. Les présidents des bureaux de vote sont connus, les assesseurs sont connus, moi j'ai déjà bouclé, et les locaux sont connus, il n'y a aucun problème. C'est pour dire, bon, au niveau de la sécurité, je vous dirai ça tout à l'heure, et le lendemain, on convoque les représentants des deux candidats, parce qu'au deuxième tour, il n'y avait que deux candidats.
Brigitte Kyo, qui est la directrice de campagne et la représentante du candidat Laurent Gbagbo, et Nizako Gogwa, qui est le représentant du candidat Alassane Dramane Ouattara. Le RDA dit non, nous n'allons pas aux élections. Bon, c'est un semblant, hein, ils le disent. Voilà, ils disent non, on ne va pas aux élections dans ces conditions. 10 minutes après, ils disent non, on va aux élections. Alors que dans la loi, logiquement, il faut 10 heures pour que le vote ait lieu. De 7h à 17h, mais en France, c'est de 8h à 18h, parce qu'il y a 1 heure de décalage. Donc déjà, c'est vers 12h30, 13h, qui finissent de tirer les 4000 bulletins, les semblants de 4000 bulletins, pour ajouter aux autres bulletins, alors qu'il y a 11 056 électeurs à Paris. Pas en province, hein, parce que si on rajoute la province, ça va à 13 000 et quelques. On distribuait au président du bureau de vote et assesseur, et les électeurs étaient devant ce fichier, ils ont commencé à casser. J'ai dit à son excellence, et l'excellence a failli perdre sa vie. Heureusement, on avait une sécurité interne qui l'a protégé. Les gens du RDA ont commencé à casser. C'est vrai, hein? Et puis ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on ne peut pas mentir. Ils sont fiers de cette violence. Quand ils commettent un acte de vandalisme et de casse, ils sont fiers devant la télé. Ils disent oui, c'est nous qui avons cassé. Oui, ils sont fiers. Nous avons les bandes. Ils sont fiers. Ils ne se cachent même pas. Ils ne sont même pas diplomates. C'est ce qui est intéressant dans l'histoire. Donc, madame, il était déjà 13h, 14h, nous avons constaté, ça ne faisait pas 10 heures pour qu'on puisse voter à Paris. Sinon, déjà à 8h en province, les votes ont eu lieu en province. Et le président Gbagbo a gagné à 58,82% en province, sauf à Marseille, parce que comme ils ont vu qu'il avait fait 70% à Marseille au premier tour, ils ont fait disparaître le lot de Marseille. Ils n'ont pas fait disparaître le lot de Marseille. Ils ont envoyé les bulletins de vote de Marseille le vendredi soir à DHL et c'est arrivé samedi au DHL de Marseille. Malheureusement pour les Marseillais, le DHL de Marseille était fermé samedi. Monsieur Fabre, le consul, est allé faire mains et pieds chez le DG de DHL pour pouvoir récupérer le colis des Marseillais pour voter, alors qu'il est même membre du conseil d'administration du DHL. Le DG dit non, 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 je ne peux pas accepter, il faut attendre lundi, alors que le vote, c'est le 28 dimanche. Donc Marseille n'a pas voté au deuxième tour. Le président Gbagbo avait fait ça. C'était fait sciemment. Et résultat des courses, donc? Résultat des courses, Paris, il n'y a pas eu de vote au deuxième tour. Il y a eu les votes en province. Le président Gbagbo a gagné à 58%. Il a battu Alassane Dramane Ouattara. Et nous avons envoyé les résultats. Bamba Yakuba encore, il s'est assis sur les résultats. Il n'a rien fait. Et on a envoyé aussi au Conseil constitutionnel. J'ai fait un rapport de 42 pages, avec des preuves à l'appui. Et quand tout arrivé au Conseil constitutionnel, je crois que le procès Yaoundé et son équipe, ils ont dit, ah d'accord, nous avons les éléments. Et tous les procès verbaux, signés. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que tous les bureaux de vote où il n'y a pas eu d'incident, les représentants du candidat Alassane Dramane Ouattara ont signé les procès verbaux. Ils détiennent ces procès-là, verbaux, la CI centrale détient, et même le Conseil constitutionnel. Merci, M. Silla, Dr Silla Babadou. Alors, M. Je reviens à vous. On était sur une question. Est-ce que, avant de répondre donc aux deux questions que vous avez posées, à savoir dans quelles conditions les résultats ont été proclamés par la CEI à l'hôtel du Golfe, donc qui était le QG et qui est le QG de Alassane Ouattara. Alors, moi, j'ai une question et je pense que les téléspectateurs avec moi veulent savoir comment on fait pour ne pas s'arrêter sur la forclusion de la CEI au moment où M. Youssouf Bakayoko prononce ou donne les résultats à l'hôtel du Golfe. On fait comme si ça n'a pas existé. Si oui, la CEI était forclose, alors de quels résultats parlons-nous? Oui, non, en matière de résultats, il faut le dire, nous l'avons dit d'entrée de jeu, il y a deux niveaux de résultats. Nous l'avons dit, au niveau de la CEI, les résultats provisoires devaient être proclamés dans les 3 jours. Cela n'a pas été le cas. La CEI ne pouvait plus proclamer de résultats. Juridiquement, c'était impossible. M. Youssouf Bakayoko le savait lui-même, puisque à 20 minutes,
à 20 minutes de la conclusion du délai de 3 jours, les journalistes ont insisté pour lui dire, mais monsieur, il est bientôt minuit. Il a dit, madame, il n'est pas encore minuit. Comme s'il devait commencer à partir de minuit à proclamer les résultats. Nous qui connaissons la rigueur de la loi en matière de délai impératif, nous savions que soit M. Youssouf Bakayoko avait un problème, il était sous pression et il a dû craquer. Sous pression de qui? Sous pression des candidats. Sous pression des candidats, il n'a pas pu certainement proclamer les résultats. Il n'avait qu'à le dire et il allait pouvoir bénéficier d'une prorogation de délai, conformément à l'article 38 de la Constitution. C'est-à-dire que lorsque il y a empêchement, il devait en saisir le Conseil constitutionnel. Pourquoi il n'a pas utilisé cet article? Nous avons pensé en analysant, parce que tout cela se passe dans son esprit. Nous, on est obligé de supputer, d'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer dans l'esprit de ce monsieur pour laisser 3 jours s'écouler sans que les résultats consolidés, puisqu'il a reconnu, il dit que nous sommes en train d'achever le travail. Ils ont même dit que sur 19 régions, 14 avaient été consolidées, c'est-à-dire avaient obtenu le consensus, mais on nous avait habitués au premier tour à proclamer les résultats au fur et à mesure de leur consolidation. Mais pourquoi, au deuxième tour, on n'a pas procédé de cette façon? Et ce qui s'est passé, pour revenir à votre question, il n'a pas pu proclamer de résultats. En sorte qu'aujourd'hui, le seul résultat disponible, c'est le résultat proclamé par le Conseil constitutionnel. Monsieur aurait proclamé les résultats dans les délais, les résultats provisoires naturellement, dans les délais, en présence des autres membres de la commission centrale, en présence des candidats, des représentants des candidats, que ça aurait eu au moins la valeur de résultats provisoires. Faute de l'avoir fait, faute d'avoir agi dans le délai, M. Youssouf Bakayoko n'a pu donner de résultats. En Côte d'Ivoire, en tout cas pour l'élection présidentielle du 28 novembre, juridiquement, il n'y a pas eu de résultat provisoire au deuxième tour. Très bien. Messieurs, on va se séparer dans une poignée de minutes. Le temps pour moi de vous poser la question qui devait être la conclusion de ce plateau. La CEI, telle qu'on a parlé d'elle, avait-elle les moyens d'être vraiment indépendante, comme l'indique le vocable Commission électorale indépendante? La CEI, comme nous l'avons dit tantôt, la CEI n'était pas indépendante. Quand nous écoutons les membres de la CEI comme le docteur Sylla, nous sommes tristes pour notre pays. Nous sommes tristes parce que l'indépendance de la CEI, c'était la condition de sa crédibilité. Pourquoi ailleurs les gens peuvent, au niveau même d'un ministère de l'Intérieur, organiser des résultats sans qu'il y ait fraude? Et en Côte d'Ivoire, on dit une commission électorale indépendante, et cette commission ne se donne pas les moyens d'être indépendante. Mais c'est l'échec de cet attelage de membres. Tantôt c'est les représentants des partis politiques, tantôt c'est les mouvements rebelles qui sont dans une commission électorale. Des gens qui étaient censés désarmer 2 mois avant les élections, ils n'ont pas déposé les armes, ils sont dans la commission avec un seul objectif, que tel monsieur gagne l'élection. Et à partir de ce moment, nous n'avons pas eu une commission électorale indépendante, nous avons eu plutôt une commission électorale partisane. Et le résultat, il est malheureux, c'est que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui plongée dans une crise sans précédent. Mais nous pensons que force reste à la loi et les résultats disponibles sont ceux du Conseil constitutionnel, nous l'avons dit. La CEI n'a pas pu proclamer de résultats pour les raisons que nous avons déjà indiquées et le Conseil constitutionnel a statué finalement, je dirais en premier et dernier ressort, alors qu'il devait statuer en dernier ressort après la CEI. Merci M. Kwa. Docteur Sylla, votre conclusion, tout en commençant par cette indépendance de la CEI, était-elle possible?
Oui, elle est possible parce que bon, le code électoral nous dit qu'on est chargé. Donc, dans le cas d'espèce, Non, dans le cas d'espèce, avait-elle les moyens d'être indépendante? Oui, au niveau des résultats provisoires, l'indépendance est possible. Mais les résultats définitifs, c'est pas la CEI de donner ce résultat définitif. Et quand le président Bakayoko part dans un QG d'un candidat, vraiment, il n'y a pas de qualification à donner. Je pense que peut-être c'était prémédité, ou bien ils avaient déjà organisé la victoire d'Alassane Dramane Ouattara contre le président Laurent Gbagbo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre constitution est claire. Comme le substitut du procureur vient de le dire, personne ne peut tripatouiller cette constitution jusqu'à preuve du contraire. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, c'est un résultat définitif, je crois. Même en France, quand le résultat est définitif, c'est le Conseil constitutionnel qui se prononce là-dessus. Pourquoi Sarkozy ne se plaint pas? Et aujourd'hui, pour des intérêts partisans, ou bien parce qu'il a été, à l'époque, le maire de Neuilly, il a marié le couple Ouattara, et ils ont peut-être un lobby de financement, parce que bientôt, ça sera les élections en 2012 en France. Peut-être qu'ils cherchent le financement et ils voient que la Côte d'Ivoire, au niveau de la sous-région, économiquement, la Côte d'Ivoire est forte. Parce que si la Côte d'Ivoire dégringole aujourd'hui au niveau de la sous-région, c'est toute la sous-région qui va dégringoler. Donc, cette puissance-là fait que Sarkozy veut avoir la même mise sur cette belle Côte d'Ivoire qui est notre patrie, notre dénominateur commun. Malheureusement pour lui, il a en face de lui un monsieur qui s'est battu. Un monsieur qui aime la Côte d'Ivoire, qui est un fils du terroir, et un monsieur qui veut que cette Côte d'Ivoire soit unie, solide et solidaire. Et je crois qu'il trouvera les Ivoiriens sur son chemin. Et pour vous dire, ça s'étend. La preuve, il n'y a même pas 2 semaines, devant le Conseil constitutionnel, les Ivoiriens, même les Africains, ont bravé la neige pour aller manifester pour qu'on puisse respecter la constitution ivoirienne et les résultats définitifs qui ont été proclamés par le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Et ils ont continué à la place de la République encore, 1 semaine après, et les Ivoiriens et les Africains défendent cette constitution ivoirienne et ce résultat de 51,45% qui donne le président Laurent Gbagbo gagnant. Je crois que ce soit l'Union africaine, CEDEAO, comme le dit le substitut du procureur, celui qui ne veut pas entendre cela, c'est son problème. Nous ne nous mêlons pas dans les affaires des autres, ce n'est pas pour être égoïste, mais je crois qu'à un moment donné, il faut taper sur la table. Nous sommes des Ivoiriens, nous ne sommes pas des sous-Ivoiriens, et c'est français. Le français, je vais vous le dire, parce que nous vivons en France. Et ce sera votre dernier mot. Oui, je vais vous le dire, l'opinion française est forte. Le français lui-même ne sait pas toute cette manigance. C'est Nicolas Sarkozy et sa bande à Bader qui s'obstinent à faire n'importe quoi parce qu'il veut avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire. Et il voit que le président Laurent Gbagbo ne cède pas. Le président Laurent Gbagbo est un danger pour lui. Mais c'est dommage. Dommage pour lui, ça ne m'étonne pas de Nicolas Sarkozy, comme je l'ai dit. Pour moi, il ne fait pas de la politique, c'est de la petite politique, la démagogie. Et pour moi, il faudrait qu'il décolonise son esprit. En même temps qu'il décolonise son esprit, ça ne m'étonne pas de lui. C'est pas qu'il fait une mauvaise lecture de notre Constitution et de tous les articles du Conseil constitutionnel. Mais bon, ça ne m'étonne pas de lui. Il a fait échec au bac. Et après, il y a eu un déclic. Il a eu sa maîtrise et puis après, bon, il est où il est. Il a fait échec au bac.
tout le monde le sait. Merci Voilà. le docteur Sylla Mamadou. Vous êtes le représentant de la vous étiez le représentant de la CEI en France. Avec vous, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé là-bas réellement, au-delà des reportages que nous avons pu voir sur la première chaîne de télévision ivoirienne. Merci d'avoir été là avec nous. Monsieur Kwaomele Mathias, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Yopougon et président du syndicat des magistrats de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été là aussi pour nous éclairer sur le rôle et les pouvoirs du Conseil constitutionnel ivoirien. Mesdames et messieurs, nous avons essayé de répondre à la question du rôle du Conseil constitutionnel, ses pouvoirs, du rôle de la CEI et de ses limites, et en conclusion, essayer de voir pourquoi la CEI ne pouvait pas être vraiment indépendante, et nous avons partagé l'expérience de la France pendant ce scrutin présidentiel. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de Raison d'État. Bonsoir.